Ok, merci. Donc donc on va revenir un petit peu dans les maths, effectivement, mais avec un minimum d'équations. Moi, je suis dans la chaire de Jérôme Renaud, qui s'intéresse au lien entre la théorie des jeux et l'intelligence artificielle. Donc, on a différentes thématiques de recherche en apprentissage séquentiel avec les algorithmes de non-regret, et notamment les problèmes de bandit, stratégiques ou pas, la question des GAN, et aussi des problèmes en théorie des jeux dans des environnements stratégiques complexes, par exemple. Voilà. Donc, on est trois chercheurs seniors, donc Jérôme Renaud qui dirige la chaire, et puis Fabien et moi. On a eu deux postdocs et deux doctorants, et Étienne présentera tout à l'heure une partie de ces résultats. Alors moi, je vais me focaliser sur un sujet extrêmement précis dans tout le spectre de cette chaire, qui s'inscrit dans le cadre des algorithmes de Bandy. Et je vais un peu parler de Bandy, mais surtout des connexions avec un problème d'optimisation classique boîte noire. Voilà. Donc avant de parler de ce problème d'optimisation, je vais vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un problème de Bandy, le problème le plus simple de Bandy qui existe, qui s'appelle le problème de Bandy-Manchot. Donc vous avez un ensemble d'actions, là j'en ai dessiné deux, que vous pouvez choisir, que vous devez choisir à des dates consécutives. Vous pouvez imaginer que vous avez deux traitements disponibles que vous assignez à des patients, et le choix d'un traitement ou de l'autre traitement va induire ce qu'on appelle ici un reward. Donc ça peut être de façon extrêmement simplifiée, est-ce que ça a fonctionné ou pas sur la maladie si on veut des rewards binaires, mais ça pourrait être plus complexe. Là, j'ai dessiné un reward binaire. Vous avez choisi l'action A et vous avez obtenu un reward de 1. Du coup, puisque vous l'explorez un peu, par exemple, le patient suivant, vous allez lui assigner le traitement B. Ça n'a pas marché, vous avez un reward de 0. Bon, peut-être que si vous n'êtes pas statisticien, vous avez envie de réessayer l'action A. Ça paraît intéressant. Vous observez un gain à nouveau de 1. Peut-être que vous réessayez l'action A. Vous observez un gain à nouveau. Là, vous êtes extrêmement enthousiaste, vous redonnez l'action A et pas de chance, vous avez un reward de 0. Peut-être que vous allez essayer à nouveau l'action B, etc. Comprenez qu'en fait, là, il ne s'agit pas d'un petit problème de logique, il y a un problème peut-être statistique derrière. Et ce qu'on va appeler algorithme de Bandy, c'est une façon automatique de choisir l'action suivante à partir de toutes les observations précédentes. Et un bon algorithme dépend du but qu'on s'est assigné. Donc, il y a plusieurs buts possibles. Donc, un but classique, c'est de maximiser le reward total. Donc, ça pourrait être le nombre de patients soignés. Il y a un autre but qui est d'identifier le meilleur traitement. Donc, par exemple, on peut vouloir avoir identifié le meilleur traitement a posteriori, même si on n'a pas assigné ce traitement très souvent, ou du moins pas une majorité du temps. En vrai, dans les essais cliniques, c'est une combinaison de ces deux objectifs, souvent. On peut vouloir faire des choses un peu plus subtiles, comme identifier toutes les actions dont le reward en moyenne, si on fait une hypothèse d'identique distribution sur les rewards en temps, sont au-dessus ou en dessous d'un certain seuil. Enfin, il y a plein de variantes dans les objectifs qui correspondent à différentes applications. Oh, pardon pour le micro. Et auxquelles correspondent différents algorithmes. Alors, je vais juste citer des applications avant de parler du problème d'optimisation. Donc, ça a connu un grand succès dans les systèmes de recommandation. Vous pouvez penser à la recommandation de chansons en ligne, par exemple. Il n'y a pas que ça dans les systèmes de recommandation, mais il y en a un peu. La recommandation de publicité sur Internet, l'optimisation de sites web, avec ce qu'on appelle le A/B testing. Vous avez deux versions en parallèle du site web qui sont proposées à deux flux d'internautes différents et on peut les comparer. Le but est d'identifier la meilleure version en un temps minimal. Vous avez des applications en dehors du marketing, qui est une application historique, peu développée parce que risquée, mais quand même développée aux essais cliniques. Il faut savoir qu'il y a des centaines d'essais cliniques adaptatifs qui ont déjà été menés avec des algorithmes de Bandy. Il y a des applications dans les systèmes de communication, dans les réseaux électriques aussi, voilà, avec des objectifs différents à chaque fois.
C'était juste pour vous donner une équation, mais pour vous montrer que c'est simple, un algo de Bandy à définir, ça se code facilement. Ça, c'est un algo qui est connu, qui n'est pas optimal en général, mais qui est facile à comprendre, qui s'appelle Upper Confidence Bound. Donc, à chaque instant, on regarde pour chaque action A quel a été le reward moyen passé, sachant que l'action A n'a pas forcément été jouée le même nombre de fois qu'une autre action A'. On regarde son reward moyen et on lui ajoute un petit terme qui est inversement proportionnel à la racine du nombre de fois où on l'a joué, pour donner plus de chances d'être joué à des actions qui n'ont pas été suffisamment jouées par le passé. Et il y a des garanties théoriques qui datent d'il y a déjà assez longtemps, qui disent qu'on va jouer très majoritairement le bras optimal, asymptotiquement, au sens où on va jouer les bras sous-optimaux juste un nombre logarithmique de fois. Et là, je l'ai écrit de façon littéraire, mais on sait quantifier précisément la constante devant le log. On sait qu'elle n'est pas optimale en général, et on sait quel est l'algo optimal avec la bonne constante. Voilà. C'est un problème simple, donc, qui se mène à des études mathématiques beaucoup plus précises, par exemple, que le problème d'apprentissage par renforcement, où il y a en plus la notion d'état. Alors, le problème d'optimisation maintenant. Donc on va regarder un ensemble d'actions continues et en fait ça va se transformer en problème d'optimisation dite boîte noire ou d'ordre zéro, c'est-à-dire on observe juste la valeur de la fonction. On pourrait la prendre bruitée, là je l'ai prise déterministe pour simplifier. On va la supposer Lipschitz, on pourrait faire d'autres hypothèses de structure sur la fonction f. On choisit de façon séquentielle un point, on observe sa valeur. En fonction de la valeur, on va choisir un deuxième point, on observe à nouveau la valeur. En fonction des deux valeurs, on choisit un troisième point et on observe à nouveau la valeur. Et à chaque itération n, on propose ce qu'on pense être une solution à la maximisation de f. Donc typiquement, ce serait le meilleur point parmi les 3 points déjà essayés. Et ici, on s'intéresse à un cadre certifié qui est qu'on veut fournir un réel xi n, qui soit une borne supérieure sur l'erreur d'optimisation. Ça, c'est possible si vous avez des hypothèses connues sur f. Ici, on suppose qu'elle est L Lipschitz et on connaît la valeur de L. OK ? On pourrait faire d'autres hypothèses aussi. Ça, c'est... Et voilà. Et ainsi de suite pour les itérations. Donc, c'est un problème qui est bien connu. Il y avait un algorithme qui n'est pas efficace, qui a été proposé il y a déjà très longtemps. Il y a des versions discrétisées plus efficaces avec les mêmes garanties. Ça s'appelle l'algorithme de Pievski-Schubert, où vous avez... Je vais peut-être aller un peu vite. Voilà. Disons que vous avez deux observations de la fonction, vous tracez la meilleure approximation qui est garantie d'être au-dessus de la fonction, et vous allez chercher à maximiser cette surapproximation. Donc là, on va jouer ce point-là, et si on joue ce point-là, on a une nouvelle fonction, et ici, on va jouer ce point-là, etc. Et ça pousse à jouer dans les endroits où la fonction est élevée ou bien n'a pas été assez explorée. Ça, c'est exactement ce que fait UCB en fait, avec un nombre fini de bras. Là, c'est une incertitude spatiale plutôt que stochastique, mais c'est vraiment du même type. Et du coup, ça peut s'amener à être étudié de la même façon qu'en fait les algorithmes de Bandy sont étudiés dans un cadre plus classique. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a caractérisé le nombre minimal d'évaluation d'une fonction L Lipschitz avec L connu nécessaire pour trouver un epsilon maximiseur de façon certifiée. Donc si vous avez une fonction constante, c'est facile de trouver un maximiseur. Mais par contre, vous ne pouvez pas être certain que c'est un maximiseur parce que peut-être que toutes les observations que vous avez faites coïncident avec celles d'une autre fonction qui aurait un petit maximum caché ailleurs. Les fonctions constantes sont horribles de ce point de vue-là, du point de vue de la certification. Il y a d'autres fonctions, par exemple la fonction norme euclidienne, qui elle est beaucoup plus facile à optimiser de façon certifiée. Parce que c'est facile de s'apercevoir que certaines régions sont sous-optimales. Donc on a caractérisé cette complexité qui prend la forme d'une intégrale qui était déjà connue en dimension 1 avec des arguments géométriques propres à la dimension 1, et en fait cette intégrale était aussi une bonne caractérisation en dimension quelconque. Donc ça permet de mieux comprendre le problème, ça permet de caractériser des algos optimaux, donc l'algo que j'ai mentionné l'est, une version discrète aussi qui s'appuie sur une discrétisation hiérarchique de l'ensemble d'entrées. Voilà. Alors évidemment, il y a plein de questions qui se posent, donc je vais conclure avec ça. Là, j'ai dit dans le théorème qui était énoncé de façon un peu littéraire que c'était roughly proportional to. En fait, il y a un log, il y a une constante qui dépend de la dimension, et
si ça c'est pertinent en petite dimension, ça devient beaucoup plus incertain en grande dimension. Le gap entre la borne inf et la borne sup, de toute façon en grande dimension, c'est pas un bon problème de maximiser une fonction Lipschitz tout court, parce que l'ensemble des fonctions Lipschitz de beaucoup de variables est beaucoup trop gros. Il faut des hypothèses de structure beaucoup plus fortes. Si vous savez juste ça sur votre fonction, vous êtes mal parti. Est-ce qu'on pourrait utiliser le fait que la fonction est localement Lipschitz, un peu dans la même direction que ce que disait Serge? Est-ce qu'on pourrait généraliser à d'autres espaces de fonctions? La réponse est plutôt oui, même si les analyses qui existent à d'autres espaces de fonctions sont un peu trop grossières pour l'instant. Et il y a un autre cadre auquel on s'intéresse avec Étienne, qui est celui de l'optimisation multifidélité. Donc, au lieu d'observer parfaitement la fonction, vous l'observez à une précision que vous demandez. Donc, vous avez plusieurs façons, plusieurs codes de calcul, disons, qui approximent le même phénomène. Certains sont beaucoup plus rapides à exécuter, mais sont moins précis. Et si vous êtes au début de votre processus d'optimisation, vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'une grande précision. Et donc, vous allez choisir parmi ces différentes précisions celle qui vous suffit. Et la même question se pose, quel est le nombre minimal de l'observation? Alors, pas le nombre minimal, mais le coût minimal d'évaluation de f pour parvenir à une certaine précision d'optimisation certifiée epsilon. Le coût en temps d'évaluation du code, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Et peut-être vous avez des questions. Et par ailleurs, si vous avez des idées d'applications industrielles, de problèmes de bandit en général, que ce soit relatif à la première partie de l'exposé ou ce problème d'optimisation multifidélité, par exemple, bah, n'hésitez pas à en proposer. Sébastien? Bon, moi, j'ai une application en tête, mais elle n'est pas industrielle. Excuse-moi, parce que c'est assez intéressant, cette idée de minimisation de regrets. Est-ce qu'on pourrait penser à une application en épistémologie? Parce que quelquefois, quand on est dans l'incertain, quand on travaille avec des biais, voilà, on essaie de faire le mieux possible. Et donc, peut-être cette technologie serait intéressante. Je ne sais pas, est-ce que ça te parle ou est-ce que tu as entendu parler de ça ou c'est juste une idée folle? Voilà. J'ai entendu parler du mot épistémologie déjà, mais... je sais pas, c'est assez général comme question. Pour l'instant, ce que je connais, c'est quand même dans un cadre assez numérique, on va dire. Il y a de la structure discrète qui peut être mise sur l'espace d'entrée. Donc, et là, on se rapproche de problèmes d'optimisation en recherche opérationnelle. Hein. Avec des mots-clés différents parce que c'est juste une communauté un peu différente. On appelle ça des bandits combinatoires. En système de recommandation, c'est ça, typiquement, on propose des listes de produits. On pourrait vouloir avoir des choses plus structurées vers le langage, mais en sortie, par contre, je ne sais pas trop. OK. Ouais. Bon. C'est une thèse qui reste à faire. Voilà. D'autres questions? Oui. J'avais une question sur le côté bruité. Oui. Donc l'idée générale, c'est que le bruit ne domine pas la décision que tu vas prendre à chaque pas de l'algorithme, c'est ça? J'ai pas compris la question, pardon. L'idée de faire du bruité, c'est tu prends des décisions dans ton algorithme, mais tu veux pas que le bruit domine ta décision. Ou quelle est la problématique quand tu as juste l'évaluation de la fonction? Quels sont les arguments que tu vas utiliser pour augmenter ou diminuer le bruit, si j'ai bien compris ta question d'optimisation bruitée. Donc le bruit, on le prend plutôt, c'est pas utile, mais c'est, on va dire, imposé par l'application. Oui. Ouais. Et ensuite, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ce bruit et de quel niveau maximal du bruit on pourrait se contenter, on va dire. Oui. Et en fait, peut-être je peux faire ça sur un schéma. Il y a des zones où on sait des zones de l'espace. Donc là, c'est en dimension 1, donc c'est beaucoup trop simple. Mais il y a des zones de l'espace où on sait de toute façon qu'on est très sous-optimal. Parce que même si j'observe cette valeur avec une mauvaise imprécision,
de toute façon, le sommet ici, même décalé vers le haut, sera inférieur à une autre, observation ici. Donc, on peut découvrir séquentiellement que certaines zones sont sous-optimales, même avec une très mauvaise imprécision sur les évaluations. Et ça peut être de nature stochastique, mais ça peut être, là pour l'instant, ce qu'on fait, c'est même de nature adversariale, antagoniste. Donc, ça peut même être quelqu'un derrière qui va bruiter de façon la plus méchante possible, mais au niveau demandé, l'évaluation de la fonction. Donc, en particulier, ça marchera dans un cadre stochastique aussi. Ok. Voilà.